Effectivement, aujourd'hui avait lieu la deuxième conférence en quelques 40 jours du groupe Réinfo COVID. Réinfo COVID est un collectif de professionnels soignants et citoyens qui militent en fait pour une politique sanitaire qu'ils voudraient plus juste et proportionnée. C'est donc un groupe de droite qui prend racine en France, groupe Réinfo COVID qui a désormais des antennes dans plus d'une dizaine de pays dans le monde. Alors, on se souviendra que précisément les décrypteurs de Radio-Canada avaient fait une vérification lors de la conférence du 3 novembre dernier où deux médecins, deux pharmaciens et un dentiste s'étaient exprimés concernant la crise et on avait présenté un reportage aux décrypteurs qui présentait les multiples visages de Réinfo COVID. Alors, on sait que c'est un groupe qui peut rallier plusieurs personnes de la droite dans les extrêmes comme dans les positions plus nuancées. Donc, ça avait fait l'objet d'une vérification de la part des décrypteurs qui avaient corrigé à ce moment-là certains faits. Aujourd'hui, ce sont les avocats, les juristes de Réinfo COVID qui se sont exprimés. Entre-temps, le groupe avait publié le diaporama d'un scientifique de l'Université Laval, un microbiologiste qui avait parlé de la vaccination des enfants. Et c'est un documentaire qui a été en fait retiré de Facebook et l'Université Laval s'est par la suite dissocié des propos de ce scientifique. Et les décrypteurs ont également fait une rectification concernant certains propos qui avaient été tenus dans le diaporama. Et c'est ça, la presse avait fait tout un article à ce sujet-là. Donc, c'est la troisième fois depuis le 3 novembre que Réinfo COVID nous présente des intervenants, des scientifiques qui prennent la parole pour dénoncer certaines mesures qu'ils jugent abusives. On parle précisément de l'incohérence de certaines mesures et beaucoup de l'exclusion et du climat de peur qui règne. Qui aurait empêché ou qui empêcherait certains professionnels, notamment les médecins, de prendre la parole. Alors, le premier intervenant est Louis-Olivier Fontaine, un avocat qui débute son intervention en nous parlant des médecins qui lui ont demandé, qui ont demandé aux avocats de Réinfo COVID s'ils pouvaient prendre la parole et dans quelles conditions. Alors, Maître Fontaine nous explique que les médecins pouvaient prendre la parole, évidemment, mais dans des conditions où ils disaient la vérité en toute logique. Il dit que ces médecins-là, ils sont victimes de ségrégation médicale. Il parle de chantage sur les travailleurs de la santé qui sont soumis à des procédures qu'il dit expérimentales. C'est soit ça ou ils perdent leur gagne-pain. Il parle des médecins qui sont soumis à des interventions indues qui remettent en cause leur liberté professionnelle même, donc celle de prescrire. Il parle de messages anxiogènes, menaçants et culpabilisants auxquels la population est soumise, qui ont des effets sur la santé mentale. Ce climat de peur-là, il dit qu'il constitue justement une menace à la santé et il parle du port du masque chez les enfants et il va jusqu'à utiliser le terme de maltraitance pour parler de ce qu'on réserve aux enfants. Il dit que le gouvernement a une volonté absurde de soumettre la société à une expérience médicale qui n'a aucun bénéfice et des risques graves à court terme qui sont bien connus, comme par exemple les problèmes cardiaques. Il continue en nous disant que cet acte-là est concerté et qu'elle met en danger la santé et la vie des enfants, qu'elle va à l'encontre de leur intérêt alors qu'ils sont en parfaite santé. Il dit que le Québec est dans un état d'urgence, mais pas l'urgence sanitaire, mais l'urgence qui consiste à devoir mettre fin immédiatement aux atteintes à la santé de la population par ceux-là qui sont censés la protéger. Il fait un appel aux professionnels qui pourraient justement sentir que il y a des mesures qui mettent en danger la population, de s'adresser aux gens, de prendre la parole, de ne pas rester dans le silence et qu'ils ne sont pas seuls, que les juristes, les avocats reçoivent régulièrement
des appels de gens qui se sentent lésés dans leurs droits et donc qu'ils doivent dénoncer les mesures délétères selon lui et il incite les gens à ne pas participer à cette mise en danger orchestrée. Ce sont ces paroles de la population. Il dit que c'est leur droit et leur devoir. Ensuite, c'est Maître Myriam Bohémier qui a 21 ans d'expérience, une médiatrice et avocate qui se dit inquiète de la perte des droits fondamentaux des gens. Elle parle d'une dérive de la société québécoise. Elle dit que nous sommes dans un mode de harcèlement qui consiste dans une persécution collective. Alors, son intervention consiste à décrire en fait les phases de cette persécution collective et l'élément collectif justement c'est ce qui amplifie selon elle la gravité de ça, qui commence par des menaces, par des attaques de la mesquinerie. On traite les gens de noms, de récalcitrants, d'antivax, de complotistes, on les muselle en les empêchant de parler, on prévient le débat social. On les met dans le rejet, dans la psychoterreur. On pratique sur une discrimination systémique. De l'isolement social. Elle dit que le décret de la vaccination obligatoire, ça impose un choix impossible aux gens, soit de perdre leur source de revenus ou de porter atteinte à leur intégrité physique. Elle dit que elle a eu de nombreux appels de gens qui étaient dans de tels dilemmes, notamment des femmes enceintes qui se demandaient si elles devaient vacciner malgré leur fœtus ou risquer de perdre l'argent de la nourriture pour leur enfant qui était déjeuné, par exemple. Elle dit c'est damn it if you do or damn it if you don't. Elle parle d'un consentement qui est extorqué. Elle dit que dans la troisième phase de la persécution collective, les autorités tolèrent ou décident des droits des victimes, que les médias portent atteinte à la dignité des gens, à leur honneur, à la réputation. Si les gens pensent selon le vent dominant qu'ils sont censurés, elle parle du fédéral qui tord le bras des gens, sinon ils vont avoir des congés sans solde. Elle parle du provincial où le premier ministre François Legault exprimerait selon elle son mépris des employés qui ne seraient pas vaccinés et dont on se débarrasserait bien si on le pouvait, mais on est pris avec eux. Devant l'échec de la vaccination obligatoire, elle dit que la tactique du gouvernement c'est de pénaliser les personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner, notamment avec les tests. Elle dit que cette mesure-là est incohérente puisqu'on sait que les vaccinés peuvent aussi transmettre la COVID. Ça a été analysé par les décrypteurs qui nous disent que oui, effectivement, c'est vrai, mais seulement dans le pic et seulement pour le variant Delta. Mais on dit donc que ces gens-là ne sont pas testés du tout et elle dénonce ce fait-là. Elle dit que en ce moment, le premier ministre a légitimé les employeurs de congédier les employés qui refusaient de se faire vacciner, que ça passe dans le beurre au niveau des normes du travail, que la justice donne préséance à ce qu'elle appelle le dictat de la santé publique. Elle espère que les vents dominants vont tourner. Elle dit que c'est leur seul espoir de voir leurs droits protégés. En quatrième phase, elle parle de l'exclusion des personnes du marché du travail, de leur vie sociale. Elle mentionne que la stratégie du gouvernement, c'est de diviser pour régner et que dans la société en ce moment, il n'existe plus le droit d'être soi-même, que si on est nous-mêmes, on va perdre notre gagne-pain, notre carrière, le droit de pratiquer notre métier, même la garde de nos enfants. Elle dit que c'est le bouquet du harcèlement et que ça sent pas la rose. Elle dit qu'on est les cobayes de la science, que le gouvernement nous manipule en nous disant que le passeport vaccinal, c'est ça qui va nous ramener notre liberté, mais que dans le fond, la liberté, c'est pas d'aller au resto ou dans des sorties, mais bien d'être soi-même et de jouir de ses droits. Elle demande si c'est ce qu'on veut, d'être dans une société discriminatoire et que dans le fond, l'important c'est d'avoir le droit d'être qui l'on est et de prendre nos propres décisions concernant notre corps, qui est un droit totalement fondamental. Elle dit qu'on est dans une société où on perd notre humanité et se dit, en résumé, c'est ça, inquiète de la perte des droits et de la dérive de la société. Vient ensuite Monsieur Mario Nakarato. C'est un professeur de droit à l'Université Laval, un avocat donc.
qui, lui, se dit inquiet également. Il insiste par rapport aux libertés civiles qui dit faire l'objet d'attaques sans précédent. Il dit que le Québec agit en vertu d'une loi draconienne, le gouvernement, qu'il ne permet pas les décrets, les débats, qu'il agit par décret autoritaire, que les tribunaux sont saisis de nouvelles requêtes concernant des violations de droits et des pertes de liberté. Il dit que les citoyens sont divisés entre les vaccinés et les non-vaccinés, que ceux-ci sont obligés de divulguer des informations médicales personnelles qui sont supposées être protégées par la charte et qu'à date, les tribunaux n'ont pas régularisé cette situation de manière urgente. Il dit que les corps médicaux sont devenus autoritaires, que les médecins peuvent pas s'exprimer, qu'ils sont sanctionnés, réduits au silence s'ils questionnent les mesures sanitaires, qu'ils jugent incohérentes et irrationnelles. Il dit encore une fois qu'aucun débat n'est tenu pour évaluer et tenir compte des mesures suggérées par des experts. Qu'au contraire, si les experts s'expriment, ils sont justement réduits au silence. Il dit qu'il craint l'érosion de la société libre et qu'il remet en question ce qu'il juge étant une obsession d'un virus qui présente peu de risques selon lui pour la plupart des gens. Et sur la vaccination obligatoire aussi, par des produits dont les limites, selon lui, en matière d'efficacité sont bien connues. Alors, il demande au gouvernement de mettre un terme aux obligations, notamment de passeport vaccinal. Et il dit qu'il est temps de se faire entendre pour les enfants qui, eux, ne sont pas à risque, selon lui. Cette conférence-là, il dit qu'elle va être suivie par d'autres mesures parce que la liberté est inaliénable. En terminant, c'est Maître Chantal Collard, avocate, qui questionne énormément, en tant que juriste et citoyenne, s'il est nécessaire de prolonger l'état d'urgence et toutes les mesures qui s'en suivent. Elle parle de l'article 118 de la loi sur la santé publique, qui stipule que le gouvernement a le droit de déclarer un état d'urgence lorsqu'il existe une menace grave à la santé de la population. Alors, c'est ce qu'elle questionne. Elle demande si, selon nous, on est dans le cas d'une menace grave. Elle demande qu'est-ce que c'est une menace grave. Est-ce que notre vie serait en danger si cet état d'urgence-là n'était pas déclaré? Est-ce que l'état d'urgence sauve plus de vies qu'il en détruit? Elle parle des dommages collatéraux de la pandémie. Elle dit qu'elle a constaté dans sa pratique en droit de la jeunesse de la violence conjugale, dépression, perte d'emploi, suicide et dépendance, de tout ça. Une chose intéressante qu'elle mentionne, c'est que, elle dit il y a un an, c'était pas possible de visiter sa famille, c'était pas considéré comme essentiel. Toutefois, le cannabis, lui, qui était interdit 4 ans auparavant, était devenu essentiel. Même chose pour l'alcool, qui était aussi essentiel. Alors effectivement, la SQDC et la SAQ étaient toujours ouvertes, de même qu'on incitait les gens à toutes sortes de dépendances, comme par exemple consulter la pornographie. Elle dit qu'on ne pouvait pas acheter de bas, de vêtements, qu'il y avait des incohérences. Elle souligne ça aussi. Que les politiques, même venant de la bouche du premier ministre et du ministre de la Santé, ne sont pas sanitaires, mais bien politiques. Elle dit qu'en consultant les données disponibles pour tout le monde sur le site de l'INSPQ, on constate un aplatissement de la courbe, comme le souhaitait le directeur de la santé publique. Alors, elle se demande comment sont prises les décisions pour continuer à prolonger l'état d'urgence à chaque 10 jours par le Conseil des ministres. Elle se demande s'il y a vraiment un bon examen ou si c'est une procédure automatique. Elle demande on se demande si l'état d'urgence rapporte des bénéfices à qui. Elle demande si les conséquences quelles sont les conséquences de ces mesures? Est-ce qu'il y a des analyses réelles sur les coûts-bénéfices? Selon elle, elle dit que les avantages sont nettement... les désavantages sont nettement supérieurs aux avantages. Elle dit que dans une société libre et démocratique, ce serait normal de pouvoir poser des questions, d'avoir un vrai débat de société sans crainte d'être exclu, qu'on a le droit à l'opposition, la liberté d'expression, c'est enchâssé dans nos droits. Et elle dit que souvent les gens suivent les mesures sanitaires et les dénoncent secrètement parce que ils ont peur d'être rejetés, de perdre leur travail, leur vie sociale. Ils font ça malgré leurs convictions. Elle demande aussi si les gens ils ont déjà été exclus puis comment ils se sentaient.
Elle répète qu'elle se demande si les mesures sont nécessaires. Selon elle, c'est clairement que ça cause plus de tort que de bien. Et elle dit que c'est malheureux que plusieurs personnes choisissent de garder silence par peur des représailles, qu'on doit mettre l'être humain au cœur de nos préoccupations, de redevenir plus sensible aux besoins de chacun et de ne pas compromettre notre liberté pour un semblant de sécurité. Maître Hans Mercier, l'animateur, le modérateur de la conférence, rappelle aux gens qu'ils ne sont pas seuls s'ils veulent s'exprimer. Il dit que chaque personne qui a pris la parole n'engage qu'elle-même, qu'il trouve dommage qu'on doive répéter cela dans une société démocratique, que les gens devraient pouvoir soulever des problématiques comme celle-ci, et que finalement la COVID peut-être a plus rendu malade la société que les gens. Ils ne le mentionnent pas, mais on comprend que c'est par l'entremise des mesures sanitaires. Et c'est ça, il salue le courage des professionnels et il dit que les gens devraient faire la même chose.